bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 346e rencontre VLEEL. Et ce soir, on a la chance de recevoir Piergiorgio Pulixi pour son roman La librairie des chats noirs aux éditions Gallmeister, qui est traduit par Anatole Pons-Reumaux. Toujours important de citer les traducteurs, on en reparlera peut-être aussi tout à l'heure. Et on a également la chance d'avoir Louise Hamon qui traduira les propos de Piergiorgio, qui interviendra en anglais ce soir et non pas en italien. Louise Hamon qui travaille donc aux éditions Gallmeister et qui pour beaucoup, j'imagine, vous connaissez déjà. Alors, bienvenue à tous les deux. On va déjà commencer avant de rentrer dans le vif du sujet, cher Pierre Giorgio. On sait que vous avez été libraire avant d'être écrivain et on le comprend aisément en vous lisant, en lisant ce livre-là. Et je pense que c'est le premier roman où vous faites état de ce métier. Euh, il y a beaucoup d'anecdotes finalement sur le métier de libraire, sur la vie d'un libraire au quotidien, et pas forcément des choses agréables. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Ce métier-là fait partie des utopies parfois. Pour le coup, vous le remettez au centre du débat dans une société qui est un petit peu plus délicate. Et j'aimerais que vous nous parliez finalement de ce métier, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez imaginé. On imagine que toutes ces anecdotes qui sont dans le livre sont réelles, ça ne pouvait pas être inventé ou presque. J'aimerais vraiment que vous nous parliez d'abord, avant de nous parler de ce métier d'écrivain, de nous parler de votre métier de libraire que vous avez exercé, je ne sais pas encore combien d'années. So basically, bonjour à tout le monde. Merci pour having me here in this conversation. So thank you very much, Anthony, and thank you very much to all the people connected. So yeah, I was a bookseller before becoming a writer. It's like for me, it's still the bookseller is the best job in the world. I really miss it sometimes. And I didn't quit the job because I was tired of the job. On the contrary, it was just impossible to be a full-time writer and full-time bookseller at the same time. So I decided to leave it just to follow my passion. Anyway, basically, La Librairie des Chats Noirs, it's a different novel from the other one, okay? Speaking about nuance in general, speaking about characters. So the idea was to let my readers enter in the world of a bookshop and bookstore because there is a very romantic allure around this job, and I want to actually to put people in inside the reality of the job. So sometimes it's very good. There is a beautiful part. There is the relationship between the bookseller and his readers, but it's a strong. Sometimes it could be like harsh job because I used to work in an independent bookshop. So the crisis, especially after 2008, was very strong in Italy and affected a lot of bookstores. And so it's not always so beautiful inside, and I wanted to show it. Donc d'abord, merci beaucoup de m'inviter dans cette conversation. Merci à toutes les personnes qui sont connectées avec nous ce soir. Merci Anthony. Effectivement, libraire, ça a été mon premier métier et je continue de penser que c'est le meilleur métier du monde. C'est d'ailleurs un métier qui me manque. Mais je n'ai pas arrêté d'être libraire parce que le métier ne me plaisait plus, mais c'était en fait pour pouvoir être à 100% un écrivain pour la grande majorité de mon temps, parce qu'avant j'étais un petit peu l'un, un petit peu l'autre en même temps. C'est donc un métier pour lequel j'ai toujours beaucoup de passion. Euh, Cependant, j'avais envie d'amener les lecteurs dans ce monde de la librairie. C'est pourquoi La librairie des chats noirs, c'est un roman qui est très différent de mes précédents. En fait, on a souvent une image très romancée du métier de libraire et j'avais envie d'emmener les lecteurs dans la réalité du métier. Il y a beaucoup de beaux aspects, notamment la relation avec les lecteurs, mais parfois c'est un métier qui peut également être très dur. Moi, par exemple, je travaillais en librairie indépendante et il y a eu un moment très compliqué qui a affecté beaucoup de librairies, c'était en 2008. Et, euh, et voilà.
For example, in Italy, Amazon is like it gains the 40% of the market. So every 10 book sold in Italy, 4 are sold by Amazon. That's a lot. That's huge. So that's a very scary thing. And Marzio Montecristo, my bookseller in the book, is totally against Amazon. He's totally in war with the big corporation. It's a grumpy guy, so he's always saying bad things about a multinational big corporation. Anyway, all the Adult? No, Anecdote? Anecdote, yes. are true, and based on my own experience, sometimes there are like suggestions by my old colleagues, so story that happens to my old colleagues, and I wanted to. La Librairie de Chat Noir should have been, in my opinion, when I was starting this project, a more ironic book than the previous one. So I want to depict the up and down of the bookstore, obviously, but also I wanted to create like a family and warm sensation about books, about cats, and about the bookseller and his book club of readers. Et donc en Italie, en fait, Amazon, c'est quelque chose qui effraie beaucoup parce que ça représente 40% du marché. C'est-à-dire que pour 10 livres achetés en Italie, il y en a 4 qui sont vendus par Amazon. Donc c'est quelque chose qui effraie. Et Marzio Montecristo, qui est le libraire dans la librairie des Chats Noirs, c'est un personnage qui déjà est assez ronchon au quotidien et qui a un avis très tranché sur ces grosses entreprises et qui n'hésite pas à l'exprimer. Concernant les anecdotes qui sont dans ce roman, alors elles sont vraies et ça m'arrive aussi parfois d'avoir des suggestions de la part de mes anciens collègues libraires pour ajouter certaines de ces anecdotes. Et quand j'ai écrit ce roman, La librairie des Chats Noirs, j'avais envie d'avoir quelque chose de très chaleureux, d'assez un peu ironique sur les bords, avec un esprit vraiment de famille, avoir une ambiance au milieu de ces livres, ces chats et ce club de lecture. And I wanted to share with your readers that every bookseller all around the world has a black book where he puts all the wrong titles, all the silly things he said in the bookstore, all the strange experience. So every actually bookseller has its own black book where you can find very silly things. The interesting thing is that when the book was published in Italy, I toured all around Italy as always, and every bookseller was actually opening all this black book and sharing silly stuff with me, and it was very hilarious. Et oui, en fait, avec ce livre, j'avais aussi envie de partager avec les lecteurs que la quasi-intégralité des libraires partout dans le monde avaient un livre noir, un livre avec à l'intérieur une retranscription de toutes les expériences un petit peu étranges, un petit peu marrantes qui avaient pu arriver, par exemple les titres un peu farfelus. Donc un livre avec dedans marqué beaucoup de choses plutôt stupides sur les bords. En Italie, par exemple, quand mon livre est sorti, j'ai fait une tournée. Et ce qui arrivait assez fréquemment, c'est que les libraires me montraient ce fameux livre noir, chacun le leur, et me partageaient avec moi toutes ces anecdotes, toutes ces expériences. Alors justement, certains se posent la question de savoir si le roman est un polar ou pas. On va y venir, bien entendu, la librairie fait partie du livre, mais c'est un petit peu la plaque tournante finalement. C'est le lieu idéal pour que la scène se passe. On va en reparler évidemment tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. C'est bien un polar, un thriller, c'est un petit peu tout finalement. Il est dans différents genres. Mais justement, je reviens sur ce métier de libraire puisque vous dites à quel point, enfin en tout cas Marzio dit à quel point c'est difficile d'ouvrir une librairie à Cagliari notamment, là où personne ne lit. Je suis un petit peu concerné aussi dans le sud de la France où c'est plus délicat. Une librairie indépendante, uniquement spécialisée dans le polar, ça fait entre guillemets beaucoup de handicap. Dans le handicap au sens noble du terme, dans le monde du polar pour se lancer dans cette aventure pour Marzio Montecristo. C'est quelque chose qui aussi vous a marqué, que vous vouliez mettre en avant,
la difficulté d'être libraire aujourd'hui, notamment dans des régions un petit peu plus reculées, où il y a peut-être un petit peu plus de beau temps, ou en tout cas les gens lisent un peu moins. This one is difficult. So the real question is, How it is to be a bookseller in an area where people read less and there is less accessibility to reading. okay, thank you. So yeah, it's very difficult because the the editorial environment and the business is changing, and it's changing with a very fast speed, especially after COVID, after the pandemic time. So in order to grab all the readers that actually refugee in digital market, so ebook, audiobooks, that decided to prefer TV series and non anymore books. It's very difficult. I mean, all the bookseller in some way should reconsider their work, their job, open the bookstore to the virtual world. I mean, doing a lot of events in the bookstores, but also in a virtual room like we are doing right now. So you can actually wait the customer like it's always been in the past, but you have to go and search the customer one by one in a way. So it's very difficult. It's the job is totally changed in the last 10 years, and it's getting worse and worse actually, because publishers are publishing every year more books. So it's very difficult to understand which book you should have in the bookstore and which book you shouldn't have in the bookstore. So it's getting challenging as a job. Oui, effectivement, la situation, elle est de plus en plus difficile. Il faut avoir en tête que l'environnement éditorial et l'ensemble du marché, c'est quelque chose qui évolue très vite, surtout après le Covid, en fait, et après la pandémie. Les lecteurs, en fait, ils ont eu tendance à se réfugier soit vers des e-books et de la lecture numérique, des audiobooks, ou alors d'aller vers d'autres types de divertissements comme les séries télé ou enfin, voilà, les séries. Et donc, ça laissait moins de place aux livres. Et donc, ça a forcé les libraires à repenser leur métier et à s'ouvrir au monde virtuel. Alors, ça peut aller de garder une place en librairie pour les livres numériques et pour les audiobooks, mais ça peut aussi être pour des événements en ligne comme on est en train de le faire maintenant. Obviously, Oh, sorry, that was just... Sorry. Et en fait, les acheteurs, ils ne viennent plus de la même manière en librairie. Maintenant, il faut aller les récupérer un par un. Et ce qui fait que en fait, le métier en 10 ans, là, il a énormément changé. Les éditeurs, ils publient de plus en plus de livres par an. Ce qui fait qu'en plus de tout ça, maintenant, les libraires doivent choisir quel livre avoir en librairie, mais aussi quel livre ne pas avoir, en fait, en librairie. Ce sont les choses qui sont un peu challengeantes pour le métier en ce moment. Sorry. Obviously, I'm talking about the Italian situation, because I know that in France, actually things are better because politics has, in a way, tried to sustain and help bookstores. This doesn't happen actually in Italy, so all the bookstores in Italy has to save itself by just by yourself in a way. And I guess the secret in the future to survive is to transform the shop not only in a shop, but in a presidio cultural. Does it mean something to you in French? Presidio cultural. Presidio? No. In a way, it's going to become an open place, open to customer in a different way, in a warmer way. In Italy, we have this expression we call nowadays bookstores presidi culturali. That means a place where the culture is alive,
is warm, and when the customers are not just only customer, but part of the environment of the bookstore. Et dans tout ce que j'ai pu dire, je parle principalement de l'Italie. Je sais que la situation en France, elle est meilleure parce qu'il y a des politiques qui essaient d'aider la situation et le marché. Mais en fait, en Italie, les solutions prises n'aident pas vraiment les librairies. Donc, les libraires doivent se sauver eux-mêmes par leurs propres moyens. Et donc, par exemple, ça va mener les libraires à repenser le lieu de vente en transformant une librairie en lieu culturel à plus grande échelle. On a une expression en italien que Piergiorgio du coup a dit tout à l'heure. Presidio culturale. Thank you. Donc c'est un lieu de culture en fait. Ça permet d'avoir un environnement vivant avec de la culture active et les gens ils viennent pour cet environnement de lecture. For example, it's going to be very difficult to explain in English, but there are actually some bookstore that that has been saved by a corporation of readers, like a cooperative, Yep. cooperative social, the readers that sustain the bookstore, becoming in a way co-owner of the bookstore. So that's an intelligent and smart move, and I hope this idea will join a lot of booksellers in order to save the world of independent bookstores. Alors juste, je vois que Anne Bouquin a commenté tiers-lieu. Je pense qu'effectivement que c'est le mot qui nous manquait tout à l'heure. Merci beaucoup. Et, pardon, du coup, je reprends. La librairie, en fait, en ce moment, est sauvée, en tout cas, on essaie de la sauver par une nouvelle manière, c'est en ayant des coopératives sociales de lecteurs. En fait, les lecteurs deviennent tous ensemble les patrons, ils se partagent la direction des librairies. Et c'est une solution que je trouve très intelligente, très maligne, et c'est très appréciable de voir des lecteurs qui s'impliquent pour sauver ce milieu éditorial. Effectivement, oui, c'est Scope ou Skic. Les deux existent en France. Je vais répondre au comment. Alors, je sais que certains aiment le sang ce soir et il va falloir qu'on parle de sang, il va falloir qu'on parle de meurtre, forcément. Je vais vous faire rapidement le pitch du livre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Il s'agit là d'un tueur qui choisit ses victimes et leur demande de faire un choix crucial entre un membre de leur famille. L'un meurt, l'autre pas, ou potentiellement d'autres solutions, vous découvrirez à travers le livre. S'il n'y a pas de choix effectué, eh bien les deux personnes meurent. Et c'est à travers ce prisme-là, où le sablier dure une seule minute, que l'individu doit prendre cette fameuse décision et que l'enquête débute comme par défi finalement, avec notamment un libraire donc spécialisé en polar qui est haut en couleur, qui s'appelle donc Marzio Montecristo, et accompagné de son club du polar du mardi. J'aimerais déjà qu'on parle de ce libraire, de ce Marzio Montecristo qui apparemment ne vous ressemble pas du tout. On a du mal à imaginer que vous envoyez paître les clients de la sorte, quoique vous allez nous dire s'il y a un petit peu de vous dans ce libraire-là. Comment vous l'avez créé, ce libraire? Comment vous l'avez façonné pour qu'il devienne un inspecteur, mais en dehors du cercle judiciaire? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un petit peu comme Miss Marple, peut-être, un individu qui est en dehors d'un cercle judiciaire, d'un cercle policier, et qui a finalement tout à son avantage. Il n'a aucune contrainte du système judiciaire, et ça a quand même beaucoup de valeur. So how and why did I choose Marzio? How did I construct him? Basically, yeah. And the judiciary, I didn't get it, that part. Oh, the fact that he's not, he's like... He's not a professional. Yeah, exactly. Okay, cool. So, Anthony, I'm gonna have a step back, a little bit of a prologue, because I decided to create Marzio because my Italian publisher, an Italian publisher called Marsilio, actually proposed me to this new project, to do something different in respect of my past as a crime writer and polar writer. So basically, Marsilio came with a proposal of writing a cozy crime.
for cozy crime, you mean like a novel in the style of Agatha Christie, where basically the main character is not a professional detective like Miss Marple. So when I'm thinking about cozy crime, I'm thinking mostly about Marple stories. So a quiet place, a quiet setting. Actually, not so quiet, because at the end you discover that half of the people in the village killed the other half. So not so quiet, basically. But so not professional detective, and a lot of irony, and a more relaxed way of developing the enquête. Yeah. So yeah, I'll let you translate. Ok, thank you. En fait, avant de parler de tout ça, il faut revenir un petit peu aux origines de ce roman. J'ai décidé de parler de ce personnage, de Marzio, quand en fait mon éditeur italien qui s'appelle Marzilio m'a proposé en fait d'écrire du cozy crime et de sortir un petit peu de ce que j'avais l'habitude de faire, donc plutôt du polar. Quand on parle de cozy crime, moi je vais surtout penser au livre d'Agatha Christie, par exemple à son personnage de Miss Marple, où le personnage principal en fait n'est pas un détective professionnel. Quand on pense à Miss Marple, on va penser par exemple au fait que les enquêtes prennent place dans un lieu calme, un peu plus paisible. Et en fait, au fur et à mesure, on réalise que pas tant, parce qu'en fait, la moitié du village a tué l'autre moitié du village, mais ça, on ne le découvre qu'à la fin. Euh, donc, quand on parle de cozy crime, on parle d'enquêteurs qui ne sont pas professionnels, il y a aussi beaucoup d'ironie et en fait un environnement assez calme pour que l'enquête puisse se développer. And so basically, you have to decide which character use as a main character. And I got this idea of speaking about my old profession, because that was a very often question in my debates, in my discussion, in the events in bookstore. Everybody was very curious about a bookseller became a writer. So I decided to use my old profession in order to develop the story. So Marzio, it's an interesting character because it's basically not a real bookseller, because he used to be a teacher in elementary school. He was a science and a math teacher. But at some point, something happened in his school, and he actually can't be a teacher anymore. So in his mid-30s, he decided to change his life and open this bookstore that later on will be called La Librairie de Chat Noir. And it's a grumpy guy. He has a very scientific mind. He's not a literary guy, but he's very passionate about polar. And he was thinking while he was opening the bookstore that everything will go in a very smooth way, in a very nice way. But at some point he hit with a cruelty of reality, and he has found out how life can be tough for a bookseller. Anyway, at some point he's been saved by his book club. So a group of readers that are passionate as him to polar, mystery novel, thriller. And he decided to have some discussion in his bookstore every Tuesday after the closure of the bookstore. And so it's formed the book club that in the book is called Gli Investigatori del Martedì, so the Tuesday detective, a very strange group of readers. And I let you. It's okay. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, je me suis demandé quel serait le personnage masculin de cette histoire. Et là, m'est venue en tête l'idée de parler de mon ancien métier.
En fait, j'ai reçu beaucoup de questions pendant les rencontres, les débats, de la part des lecteurs sur le fait de devenir écrivain avec un passé de libraire. Donc, il y a beaucoup de curiosité là-dessus, donc je me suis dit, autant l'utiliser pour développer mon histoire. Et donc Marzio Montecristo, c'est pas un vrai libraire. J'entends par là que avant il était professeur de sciences et de mathématiques à l'école, et en fait il y a eu quelque chose s'est passé dans cette école qui fait qu'ensuite il n'a pas été autorisé à continuer d'enseigner. Et donc à la moitié de sa trentaine, il va ouvrir une librairie et il va complètement changer de vie. Donc ça va devenir la librairie des chats noirs. Et donc, Marzio, c'est quelqu'un de très grognon qui n'a pas forcément l'esprit littéraire, mais plutôt l'esprit scientifique. C'est un grand amoureux de polar avant tout. Et donc, quand il va ouvrir cette librairie, au début, il va y avoir beaucoup d'illusions. Il va se dire que tout va être facile et qu'il va y avoir de la fluidité suite à l'ouverture de cette librairie. Et puis, la cruauté de la vie et de la réalité va le rattraper. Et il va découvrir à quel point la vie, pour un libraire, bah, c'est très difficile. Et donc, il va être sauvé par ce club de lecture. C'est un groupe de passionnés de polar et de livres à énigmes. C'est un groupe qui est un peu étrange et qui se réunit tous les mardis soirs. Et dans le livre, on va parler, ce groupe va être nommé les enquêteurs du mardi. And basically, he's a very grumpy guy. I mean, with customer, he's always fight with customer because he responds to them at their silly request in a very bad manner way. But it's a strange guy because it's very grumpy with his customer, but at the same time, it's very sensitive with the children and old people. He's very sweet with those people, with children and old people. So it's a schizophrenic guy in a way, but it's very hilarious. And fortunately for him, he has another colleague, Patricia, who tried to uh, put him on a leash, let's say like that. And so Patricia is the real equalizer of the bookstore, fortunately for Marzio. Et donc, Marzio, c'est un personnage qui est très ronchon, comme on l'a dit. En fait, il va un peu aller à la confrontation avec ses lecteurs, surtout quand on a des demandes un petit peu étranges, voire un petit peu stupides. Donc, sa réaction, ça va être quand même très négatif. Il va aller à la confrontation. Mais en même temps, c'est aussi un personnage qui est très doux, très attentionné, très gentil avec les enfants et les vieilles personnes. Donc, ça en fait un personnage qui est étrange et en même temps plutôt hilarant. Et malheureusement pour lui, dans cette librairie, il y a un autre personnage, Patricia, qui va un peu le challenger, qui va le titiller. Et il va y avoir un vrai équilibre qui va se tisser dans cette librairie grâce à ces deux personnages. What actually I love personally about this book and writing this book is the suggestion of other books, because during the story, all across the story, Marzio speaks about books. So classic polar, classic mystery novel. So I always liked, as a reader, books that speaks about books, and this one of them, basically. So you will find a lot of suggestion. You will find also a basic path for people who doesn't like polar, who doesn't know polar very well, and they will find among the pages a lot of suggestion about the, let's say, the classic book of this genre. Et ce que j'ai beaucoup aimé en écrivant ce livre, c'est de pouvoir suggérer d'autres livres dans mon écriture. Marzio, en fait, c'est un personnage qui ne va pas arrêter de parler de livres et de littérature. Il va parler de polar, il va parler de romans policiers, de romans à énigmes et de classiques du genre. Et moi, ce que j'aime, c'est les livres qui parlent de livres, et La librairie des chats noirs, c'en est un. Donc, en lisant ce livre, vous entendrez parler d'autres romans. Vous allez rencontrer, par exemple, des personnages qui n'aiment pas particulièrement le polar, qui n'aiment pas particulièrement le genre, et qui vont en fait se voir suggérer plein de portes d'entrée.
Et en effet, on ressort de là, quand on lit votre livre, avec à peu près une trentaine, voire une quarantaine de livres qu'on a envie de lire ou d'enquêteurs, et notamment des enquêteurs qu'on avait oubliés. Alors, on parle d'Harry Bosch pour Michael Connelly, qui est finalement un peu tombé dans l'oubli ces dernières années. C'est bien dommage. Mais je pense à Mickey Spillane, que vous abordez aussi, à Giorgio Scarbanenko. Il y a quand même des maîtres du polar qui ressortent et ça fait du bien de lire tout ça. Alors évidemment, ce sont bah voilà, ça y est, je viens de le dire. Ce sont vos choix. Mais là où j'aimerais revenir, c'est sur le côté collectif, finalement, de votre initiative en tant qu'auteur. J'ai cru voir que vous étiez membre du collectif Mama Sabot, je ne sais pas comment ça se prononce, créé par Massimo Carlotto. Euh, Apparemment, j'ai cru comprendre que dans toute votre œuvre, il y a cette notion collective de résoudre un crime, comme pour éviter de faire naître un inspecteur un peu isolé qui serait comme un sauveur d'une enquête policière. Est-ce que je me trompe ou est-ce que, à travers vos romans, que ce soit à travers Eva Croce, Mara Reis ou Vito Strega, il y a toujours cette dimension collective et notamment maintenant avec ces enquêteurs du mardi. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez particulièrement faire, de donner cette dimension extrêmement collective? Wow. Wow, Anthony, nobody actually noticed this thing in all my career. So thank you very much for this question because nobody, trust me, ever made me this question. So I'm very thankful to you because it's a very interesting that you noticed this thing. D'abord, merci beaucoup, Anthony, vraiment, parce qu'en fait, personne n'avait remarqué, ou en tout cas soulevé ce point pendant mes rencontres et pendant l'ensemble de ma carrière. Donc, merci beaucoup, parce qu'effectivement, c'est super intéressant comme sujet. J'adore. Oui, c'est un sujet qui est super intéressant à aborder. So yeah, it depends actually yeah, I have two answers. One is, yeah, basically you're right. I came out by a collective group of writers, Mama Sabo. It was like a school, basically, that realized by my mentor and my master, Massimo Carlotto, a great Italian writer, one of the master of the European noir and polar. So I always liked this collective dimension where you can share opinions with the others, point of view, different point of view about literature, about polar, about the way to structure the story, about the way to develop a character. So I found it always very enriching and empowering for a wannabe writer like me, like I was at that time. The second answer is that actually you're right. Sometimes leading an enquête for a policeman, it's a very solitary job, and you could as a writer fall in the trap of repetitivity, cliché, stereotypes. For example, the lonely detective as Philip Marlowe in Raymond Chandler, Sam Spade in Dashiell Hammett, if we speak about Hard Boiled, or Fabio Montale in Jacques-Claude Itzot novels, and so on and on. I prefer the way that, for example, Ed McBain, with his 87 precinct, used to work. So in a collective work, sharing the enquête by different detective, as actually happens in reality. I let Louise translate. It's all right. Alors, comme réponse, je vais donner ça dépend. Déjà, une première raison, c'est que effectivement, Anthony, c'est vrai, je viens d'un collectif d'écriture et c'était un petit peu comme une école en soi. Elle était menée par un peu mon maître du genre, qui est Massimo Carlotto. C'est un des plus grands auteurs en fait de polar et de noir en Europe aujourd'hui. Et c'était aussi un lieu qui permettait de partager des points de vue sur la littérature, sur la structure des histoires, sur le développement des personnages.
Et cette école, Mama Sabo, ça m'a donné énormément de force en tant que jeune auteur, comme je l'étais à l'époque. Et la deuxième raison, c'est que effectivement, mener une enquête, en fait, c'est un métier qui est très solitaire et on peut très facilement tomber dans des pièges d'écriture comme la répétition, le cliché ou encore le stéréotype. On va voir ça dans plein d'autres histoires comme celle de... alors, je ne sais pas si j'ai tous les noms correctement, mais Yeah, 87 Precinct by Ed McBain. yes. Qui, là aussi, travaille en collectif et ça montre un petit peu que ça peut arriver aussi dans la réalité. And I found it actually also more funny because you can entertain the readers with different characters, sometimes very different characters. You can actually also share their thoughts about the crime, about evil, about society. You can depict better the contrast between cops, between also inside the same team of cop, like it happened in Eva and Mara series. Um, yeah, at some point when I was writing Los Shadows Innocent and the second book in Strega series that is called in English The Choice of Darkness, I was actually in a feeling that the danger to become with Strega in a way, how can I say, falling in stereotypes, uh, rewriting the same story every time. So I decided to put Strega on a team in order to avoid this danger. And I find it immediately very, very funny. And I keep doing that even in La Librairie de Châteauroux, because I like this kind of sensation of a family, of a detective, of in this in particular book, this family of readers. Et aussi une autre raison, c'est que en fait, c'est tout simplement beaucoup plus drôle. En fait, garder tout le temps avoir des personnages très différents, ça permet aussi de partager des points de vue différents dans cette équipe d'enquêteurs. On peut par exemple avoir différentes discussions sur ce qu'ils pensent, sur le crime, sur le mal, sur la société. Euh, et donc, ça permet de décrire aussi le contraste qu'il peut y avoir au sein d'une même équipe, parfois, de policiers. Quand j'ai écrit Le Chant des Innocents et aussi le deuxième livre qui est dans la série sur Vito Strega, The Choice of Darkness, on n'a pas encore le titre en français. J'ai ressenti en fait le danger dans lequel Vito Strega, l'enquêteur de cette histoire, pouvait tomber, c'est qu'ils vivent en fait tout le temps la même histoire et qu'on tombe dans les stéréotypes. C'est pourquoi je l'ai fait très vite rejoindre une équipe et immédiatement ça a été beaucoup plus efficace. Et donc j'ai fait la même chose pour la librairie des Chats Noirs où en fait on va retrouver avec ce groupe de lecteurs le côté très familial, très chaleureux dans les enquêtes. Et ce groupe-là, il est intéressant parce que il n'y va pas, entre guillemets, de lui-même. C'est-à-dire qu'il est un petit peu contraint de résoudre l'enquête, puisque c'est une sorte de défi que leur impose Marzio. Ils doivent résoudre l'enquête avec un restaurant gastronomique à la clé, puisqu'ils ont déjà résolu une affaire il y a un an, et ça s'est plutôt bien passé. Alors, ce sera peut-être l'objet, ça sera peut-être plus détaillé dans un autre livre. On en reparlera peut-être plus tard. Mais est-ce que finalement c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'un groupe d'individus s'empare d'une affaire et puisse la résoudre? Est-ce que vous vous êtes inspiré, documenté sur des éléments extérieurs qui pourraient potentiellement résoudre une affaire? Et la deuxième question, elle est d'Alicia qui demande si ce groupe d'enquêteurs va avoir plus de place dans la suite. Est-ce que vous allez leur donner véritablement une place encore plus importante que dans ce tome-là? A little bit tricky. So, two questions. The second one is going to be a sequel of the. Yes, where the readers group, les enquêteurs du mardi takes for place in the enquête.
Mhm. And the first one is, did you take inspiration from a real group of collaborators to solve helping some... the crimes? Je demande ça notamment parce que c'est vrai qu'on voit souvent dans des séries, je pense au Mentaliste par exemple, dans des séries télévisées où on voit beaucoup d'individus résoudre des crimes, résoudre des affaires en dehors du système judiciaire. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire? Mhm. So a long time ago, maybe 10 years ago, my master, Massimo Carlotto, told me strange thing, was very interesting thing, and it always nailed my mind. So it never went away from my mind. He told me that usually the FBI in the States, every year put a lot of dossier of cold cases in the end of screenwriters and writers, like mystery novel writers, um, asking them some suggestion um, on cases, because sometimes the detective has a very strict way and biased way of thinking about crime, because they use a lot statistics, they use a procedure, but sometimes the artistic mind can see things in a different way, or otherwise see things that other people doesn't see, because they are more biased than them. So this thing always stayed with me for a lot of time, for a long time. And yeah, maybe when I wrote La Librairie des Chats Noirs, this memory came up, and I decided to have this kind of solution. After the book was published in Italy, a lot of readers told me that there are TV series where stuff like that happens. For example, I never seen this particular series, but the readers of not a bookstore, but bibliothèque meet all each other and try to solve crimes as well. So basically, the idea came by this thing that Massimo Carlotto told me a long time ago. En fait, il y a 10 ans, il y a mon maître à penser, Massimo Carlotto, qui m'a dit quelque chose qui était aussi étrange qu'intéressant, et c'est quelque chose qui m'est resté en tête, qui m'a jamais vraiment quitté pendant ces 10 années. Il m'a dit que le FBI aux États-Unis, tous les ans, soumettait une partie de cas, de cold case, à des auteurs de polar et à des scénaristes. Et tout ça pour avoir en fait des suggestions, des propositions à propos de ces cas. Tout ça parce que les détectives ont un point de vue très, très biaisé sur les affaires qu'ils tentent de résoudre, parce que, par exemple, ils vont beaucoup se documenter, ils vont connaître les statistiques, et aussi il y a les histoires de procédure. Donc la vision artistique, ça permet d'avoir un point de vue que d'autres personnes ne pourraient pas avoir, quelque chose de peut-être moins biaisé, un regard que d'autres gens n'ont pas. Et donc cette phrase, ce conseil de Massimo Carlotto, il m'est resté très longtemps en tête. Et quand j'ai commencé à écrire La Librairie des Chats Noirs, c'est venu. Et je me suis dit que la solution était là. Et quand le livre est sorti en Italie et que j'ai rencontré mes lecteurs, c'est drôle parce que beaucoup de lecteurs me parlaient d'une série télé. Alors celle-là, je ne l'ai pas vue, mais dans cette histoire, ce sont plutôt des bibliothécaires qui se rejoignent et qui se retrouvent pour parler de ce genre d'enquête également. Et donc voilà, donc cette histoire, elle m'est venue suite à cette phrase de Massimo Carlotto. And basically, if you think about it for a minute, every huge polar reader, in a way, is a good detective, because he has solved many crimes, and the crimes that the reader has solved are equal to the books he has read, or he or she has read. Because when you read a polar or a mystery novel, you actually become the detective of that novel. So in a way, you master a way to detect
you master detective philosophy, a way to proceed across the enquête. So my Tuesday club, my Investigatori del Martedì, has actually solved a lot of cases. And so they have a huge experience, and put them each other in a room and you have a bibliothèque of case solved. So a lot of, how can I say, history of crime solved in order to find similarities with the new cases that the police offer them, asking for an help. I'm getting too long with the question. No, totally all right. Okay. No worries. Et à y repenser, en fait, quand on est un lecteur, toute personne qui lit un polar, ça devient un détective, il se met dans la peau du détective. Plus on résout de crimes en lisant des livres, plus la pile, en fait, grandit. Lire un polar, c'est devenir un détective et surtout adopter la philosophie, se mettre dans sa peau de cet enquêteur. Et donc, le club de lecteurs, les enquêteurs du mardi, eux, tous ensemble, si on cumule, ils ont résolu énormément de crimes. Et donc, au milieu de leur espace de rencontre, il y a cette table et dessus, il y a tous les cas qui ont été résolus en un sens par ces enquêteurs. Et cet historique leur permet de trouver des similarités avec les enquêtes qu'on leur soumet. Je me suis posé la question en vous lisant, de manière un petit peu provocatrice peut-être, mais est-ce que un lecteur de polar ou un auteur de polar, est-ce qu'il est finalement prédestiné davantage à être un assassin? So if as a polar writer, I'm a reader, sorry. Actually, if you're a polar reader, are you more tempted to be an assassin because you know more about the subject? But it means in reality. Yeah. So listen, basically, if you, I don't know if you ever met a polar writer, but as a reader and a writer, the polar community, it's a very peaceful community. I never met a community of readers and writers so easygoing as the polar community. And basically, when I asked to my colleagues why we as writers are so relaxed, easygoing, and why the readers are so charming, so relaxed, so easygoing, so peaceful, they always told me the same story. The polar writer and the polar reader is like the drummer in a rock band. Because if you think about it, the drummer in the rock band is the most quiet person in the band. Why? Because the drummer always, how do you say? Drum to not beat, yeah, beat I always beat on the drums, and so you let it go. All the rage is in a way exhausted by this exercise, and then it becomes very peaceful. We, as a reader and writers, we killed so many people in the books that after that we are so zen, so quiet, so easygoing. So in a way we try to exorcise the evil, the violence, the anger, and we became, I guess, better people after reading or writing a polar, because you are more like, it's like a catharsis. You let it go. You just let it go. So that's why I guess I'm not having psycho thoughts or thoughts of becoming a killer. Or I'm not evil person. Yeah, I let Louisa translate and I add something else. Okay.
Je ne sais pas si vous avez rencontré beaucoup d'auteurs de polar, mais moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que la communauté des lecteurs de polar et des écrivains de polar, c'est l'une des communautés les plus simples, enfin les plus faciles, les plus paisibles. Et donc, j'en ai beaucoup parlé avec mes anciens collègues, et quand on se demande pourquoi ces lecteurs sont aussi en paix, c'est souvent la même réponse qui arrive sur la table. Eux, ils vont dire, par rapport quand on regarde la communauté polar, sur l'entièreté de la communauté des lecteurs, c'est un peu comme le batteur du groupe de rock. Il va être très calme, très silencieux, mais en fait, quand ils vont jouer en groupe, c'est celui qui est tout le temps en train de taper sur la batterie. Et donc, après le concert, il est épuisé et donc il est en paix. Nous, lecteurs de polar et auteurs de polar, on a tellement tué qu'après, c'est bon, on est apaisé, en un sens. On a été, on a essayé en fait de stimuler la partie un peu mauvaise en nous pour devenir de meilleures personnes ensuite. C'est un peu comme une catharsis. Donc moi, personnellement, je n'ai pas particulièrement de pensée psychopathe. Je ne suis pas mauvais, a priori. And one of the most asked question in my events at the end of the event when the people come asking for a dédicace in the book is made by usually old women. They came by to me and ask and says, you know, you are a really nice guy. I thought you were like a psychopath, a serial killer because of the stuff you write. And actually, you're a very nice person. And I always try to explain that basically killing people in the books is my job. It's like for other people work in a dentist studio or be a carpenter or a lawyer and something like that. I'm I'm able after years and years to get totally into the job, but when I'm not in the job, when I'm not writing, I'm a totally different person. So that's my job basically. So I know it's easy to think that all this bad stuff, all the gruesome part, the bloody part, the evil part of my novel sticks with me, sticks inside me for the remaining time of my day. But it's not like that. I'm more like an actor. I'm able to become the evil guy, the bad guy, the serial killer, and a minute later turn to be myself again. And I'm a father. I'm a normal person as you are. Et il y a quelque chose qu'on me demande souvent quand je rencontre mes lecteurs et quand je suis en dédicace. Souvent, ce sont plutôt des vieilles dames, en fait, qui me posent cette question quand elles vont se faire dédicacer les livres. Elles me disent, mais en fait, vous êtes très gentil, je m'attendais à tomber sur un serial killer, et en fait, vous êtes vraiment très gentil. Et ce que j'essaie de leur expliquer, c'est qu'en fait, c'est mon métier. Mon métier, c'est de tuer des gens. Comme il va y avoir des gens qui vont être dentistes, qui vont être charpentiers. Donc, quand je ne suis pas en train d'écrire, je suis un peu quelqu'un de différent. C'est ça qui fait que c'est mon travail. Euh, on pourrait penser qu'en fait, je vais garder le glauque et le mauvais en moi, mais en fait, je suis un peu comme un acteur. Je peux basculer en l'espace d'une minute du moi écrivain au moi qui est un père, qui est quelqu'un de normal, comme vous. But the funny thing is that people basically writes me through social network a lot of strange messages. For example, I want to kill my chief at work. Can you suggest me the best way to kill him and get away with it and stuff like that? So sometimes readers can actually be more scarier than the writers. Et quelque chose d'un petit peu drôle aussi qui a pu m'arriver, c'est que je reçois des messages sur les réseaux sociaux de la part de lecteurs et parfois on me demande des choses un peu étranges. Par exemple, je veux tuer mon patron, est-ce que vous pouvez me conseiller sur une manière intelligente de le faire pour que je ne me fasse pas attraper? Donc des fois, ce sont plutôt les lecteurs qui vont être un petit peu étranges dans le milieu du polar. Et vous parlez même de secte.
dans le livre, des sectes de lecteurs. Cette question étant davantage pour vous amener sur quelque chose de plus sérieux, sur le choix du genre, le choix du polar, qu'est-ce que ça vous apporte, le choix du thriller? Qu'est-ce que ça vous apporte en tant que qu'auteur? Pourquoi avoir choisi ce genre-là finalement? Est-ce que ça vous permet plus de liberté? Est-ce que ça vous permet de mettre en avant, de mettre en exergue les problèmes de la société de manière beaucoup plus, je ne vais pas dire drôle, mais en tout cas de manière plus détournée. Il y a une phrase intéressante dans le roman aussi où un individu, je crois que c'est un client ou c'est peut-être Marzio qui dit le polar, c'est de la culture. C'est intéressant cette manière d'envisager le polar souvent dans nos sociétés où on considère pas forcément ces livres-là comme de la grande littérature. Ils sont peu mis en avant par les prix littéraires et c'est bien dommage parce qu'ils disent souvent plus de la société que d'autres ouvrages de la littérature blanche. Tout ça pour vous demander finalement comment avez-vous opéré ce choix? Est-ce que ça a été quelque chose de naturel ou au contraire quelque chose de plus réfléchi et de plus détourné? Basically, also in this question, I have two answers. So the first one is basically when I was a kid, my father was a collector of mystery novel. And when I was like 5, 6 years old, I always look at the cover of these books, and the cover usually were very, very, very violent. So a lot of dead women, guns, bloody knives, and stuff like that. So I was very, in a way, scary, but at the same time fascinated by it. And my parents, my relatives told me, don't read those books. Absolutely not. When you will be older, you can read it, but right now, no. That's the worst thing to say to a child, because I grew up with this kind of obsession to break the taboo, to break the diktat that I could not read those kind of novels. So all across my adolescence, I was very, very fascinated by crime, by mystery novel. And then when I became like a teenager, so 13, 14 years old, I start reading a lot of mystery novel, I guess, in because of that, basically, because of that interdiction of polar and noir when I was a kid. Bon, là encore, je vais avoir deux réponses. La première, en fait, quand j'étais enfant, mon père était un grand collectionneur de romans policiers. Et donc, à 5, 6 ans, je regardais toutes les couvertures de ces livres qui étaient très violentes. Dessus, il y avait des femmes mortes, des couteaux ensanglantés, des armes. J'étais effrayée et à la fois fascinée par ces couvertures. Et donc, mes parents, ils me disaient, ne les lis surtout pas. Tu les liras quand tu seras plus vieux. Et en fait, c'est la pire chose qu'on puisse dire à un enfant. J'ai développé une obsession et j'ai voulu absolument briser ce tabou et aller au-delà de cette interdiction. Et donc, quand j'étais adolescent, vers mes 13 ans, je suis devenue fascinée par les romans policiers et par le crime. J'ai lu énormément de romans policiers et c'est venu justement à cause de cette interdiction. So my first readings in a polar environment was actually mystery novels. So Agatha Christie, Sir Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Ellery Queen, and so on and on. And basically, those books are entertaining books. There's not some insights in psychology or social issues. Are books made just to have fun in an enigmatic way, because you have to solve the murder, to discover who has done the crime. But when later on, when I was in the Mama Sabot collective, so when I met my master, I understood that polar and especially noir is the heir of le romance naturaliste français.
So I understood the power, the potential of using crime as a lens to depict society and the fracture of a society, social issues, for example. And so I find a lot of similarities between Zola, between Balzac, and Patrick Manchette, Jean-Claude Izzot, René Frenny, Hervé Lecorve, Dominique Manotti. In my opinion, they are the heirs of Zola and Balzac. And my opinion is that I have to take as much as possible all the positive stuff that are coming from the past. So giants like Victor Hugo, Alexandre Dumas, people who actually succeed in having this melange between genre are right now my, how can I say, my punto di riferimento, uh, my milestone. Milestone? Milestone. Mm. Ah si, ok. Hop, excusez-moi. Et donc, les premiers romans en fait, que j'ai commencé à lire en tant que lecteur de romans policiers, ça va être des romans de mystère, ça va être Agatha Christie, ça va être Edgar Allan Poe, les histoires de Poirot. Et en fait, ces livres, ce qui est intéressant, c'est que ça reste des livres, dans le sens où il n'y a pas d'aspect psychologique, on ne parle pas de problématiques sociales, on est là pour résoudre un meurtre et c'est un jeu. Et c'est seulement plus tard, notamment quand j'ai rejoint Massabo, le collectif dans lequel j'ai appris à écrire avec mon maître, euh, que j'ai réalisé que, en fait, le polar, le noir, c'est l'héritier direct des romans naturalistes français. En fait, dans ces romans-là, le crime, ça devient un prétexte et un moyen de décrire la société telle qu'elle est, et notamment les problématiques sociales. On va notamment penser à Zola, à Balzac, et ensuite à leurs héritiers directs avec Patrick Manchette, Hervé Lecor. Il y a eu plein d'autres noms qui ont été prononcés. Donc ces écrivains-là, plus contemporains, c'est les héritiers directs de Zola et Balzac. Et ce que j'essaie de faire, l'avis que j'ai là-dessus, c'est qu'il faut prendre le plus possible des réussites qui ont été faites par le passé, notamment par Victor Hugo, par Alexandre Dumas, parce que ces écrivains, ils ont réussi à mélanger les genres. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment mon pilier dans mon écriture. So in a way, using literacy, literature, as a Trojan horse. I mean, from the exterior, it's like a book like all the others, but in the inside, it's very entertaining. You have strong characters, you have very fascinating stories, and you have reality and a critic of a contemporary world. So that's basically what I'm trying to do, even with this cozy crime. I mean, it's a cozy crime, it's an easy book, but at some point you discover that speaks about some real evil of our society, the cruelty of our society. I don't want to spoiler, so I won't speak about the plot. Et donc, quand on écrit de la littérature et quand on approche un livre, on peut se dire que c'est un livre comme les autres, quand on parle des maîtres à penser, pardon. Et donc, quand on les lit, on va découvrir qu'il y a des personnages qui sont très accrocheurs, il y a plein de manières en fait de rentrer dans ce livre, mais en fait, ça parle aussi de la réalité en un sens. Et même pour le cozy crime, en fait, cet équilibre, il fonctionne. On peut se dire dans un premier temps que c'est un livre facile, mais en fait, c'est un livre qui va aussi parler du mal qui est dans la réalité. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, je vais spoiler l'intrigue. Alors, on va prendre une petite photo de groupe comme on en a l'habitude avant que vous nous lisiez un extrait en langue originale et ensuite en français. Voilà, préparez-vous pour la photo. 3, 2, 1. So this is a picture. Ah, just picture. Et c'est bon, parfait. Allez, c'est à vous, Louise.
et Piergiorgio. Pulixi. La giornata per Montecristo non era iniziata nel migliore dei modi. Per le prime 2 ore non era entrato un solo cliente. Quando poi finalmente, a metà mattinata, si era presentata una signora, Marzio si era stampato sul viso il suo sorriso migliore e aveva salutato la potenziale acquirente chiedendole se potesse esserle d'aiuto. Sì, grazie. Senta, devo andare a un compleanno, aveva esordito lei, guardandosi intorno con aria diffidente, e già lì Marzio aveva capito che non sarebbe finita bene. E insomma, vorrei regalare un libro a una persona che non ama leggere. Gelo. Una persona che non ama leggere? Aveva ripetuto il libraio. Esatto. Per il suo compleanno? Già. E lei vuole regalargli un libro? Sì. Vuole per caso male a questa persona, signora? No, perché mai? Allora è forse sadica? Assolutamente no. Cosa cavolo glielo fa pensare? Beh, vuole regalare un libro a una persona che non ama leggere. Le fa ritenere che possa apprezzare il suo dono? Ma lei non dovrebbe preoccuparsi di vendere libri? Certo, ma quando incontro una testa di... Patricia per fortuna era intervenuta a salvarlo come minimo da una querela e l'aveva spinto nella saletta dei romanzi di seconda mano a spolverare gli scaffali. Dopo una decina di minuti, Marzio era tornato nella sala principale e la sadica era ancora lì a scegliere con Patricia il di certo non gradito regalo di compleanno. In quel momento era entrato un nuovo cliente, questa volta un uomo, che si era diretto, sicuro e con aria sbrigativa verso il libraio. Scusi, ce l'avete il nuovo libro di Carrisi? Certo, vado subito a prenderglielo. Marzio era andato a colpo sicuro verso il banco delle novità, presidiato dai 2 gatti neri. Finalmente una vendita semplice e un cliente normale, si era detto. Aveva preso una copia del thriller, che in quelle settimane si trovava al primo posto nella classifica dei bestseller, e l'aveva consegnata al signore, che interdetto se l'era rigirata tra le mani come se fosse imbrattata di fango. Ma cosa ha capito? Si era lamentato. Carrisi il cantante, Albano. Ma si è messo a scrivere pure Albano adesso. E certo, io l'ho letto 2 volte, mi sono pure commosso. Mi dispiace per lei. Comunque, siamo una libreria specializzata in gialli, signore, aveva risposto Montecristo, desolato. Quindi non ce l'avete? No, non ce l'abbiamo. Lo possiamo ordinare, se vuole. E in quanto tempo arriva? 3 o 4 giorni. Se, ciao, la festa è stasera. Anche lei va dal tizio che non ama leggere? Cosa? Ma che problema ha lei? Si vede proprio che non ha voglia di lavorare. Marzio chiuse gli occhi e si ricordò com'era finita l'ultima volta che aveva messo le mani addosso a qualcuno. Arrivederci, signore. Buona giornata. Buona giornata un corno. Le farò una pessima pubblicità. Et donc maintenant, en français. La journée de Marzio n'avait pas commencé sous les meilleurs auspices. Les 2 premières heures, aucun client n'avait franchi les portes de la librairie. Lorsqu'en milieu de matinée, une cliente s'était enfin présentée, Marzio avait plaqué son plus beau sourire sur son visage et avait demandé à l'acheteuse potentielle s'il pouvait lui être utile. Oui, merci. Je suis invitée à un anniversaire, avait-elle commencé en jetant des regards méfiants autour d'elle, et Marzio avait aussitôt compris que ça n'allait pas bien se passer. Et je voudrais offrir un livre à une personne qui n'aime pas lire. Ambiance. À une personne qui n'aime pas lire, avait-il répété. C'est ça. Pour son anniversaire. Oui. Et vous voulez lui offrir un livre. Voilà. Est-ce que vous auriez une dent contre cette personne, madame? Non, pourquoi? Vous êtes peut-être sadique? Absolument pas. Qu'est-ce qui peut bien vous faire penser ça? Eh bien, vous souhaitez offrir un livre à une personne qui n'aime pas lire. Qu'est-ce qui vous porte à croire qu'elle appréciera votre cadeau? Pardon, mais votre métier n'est pas de vendre des livres?
Si, mais quand je tombe sur une tête de... Heureusement, Patricia était intervenue pour lui épargner une action en justice et l'avait envoyé épousseter les romans d'occasion. Au bout d'une dizaine de minutes, Marzio était retourné dans la salle principale où la sadique était encore en train de chercher avec Patricia ce fameux cadeau qui n'avait aucune chance de plaire. C'est alors qu'était entré un nouveau client, un homme cette fois, qui avait avancé vers lui d'un pas vif et décidé. Bonjour, vous auriez le dernier Carisi? Bien sûr, je vais vous le chercher tout de suite. Marzio s'était aussitôt dirigé vers la table des nouveautés, réquisitionnée par les deux chats noirs. Enfin, une vente simple et un client normal, avait-il pensé. Il avait pris un exemplaire de thriller carocollant en tête des best-sellers et l'avait remis au client qui, interdit, l'avait tourné entre ses mains comme s'il était couvert de boue. Qu'est-ce que c'est que ça? Avait-il protesté. Carisi, le chanteur. Albano. Albano s'est mis à écrire maintenant? Mais oui, je l'ai lu 2 fois, j'ai même versé quelques larmes. J'en suis navrée pour vous. Mais nous sommes une librairie spécialisée dans le polar, monsieur. Désolé. Donc vous ne l'avez pas? Non, nous ne l'avons pas. Nous pouvons le commander si vous le souhaitez. Et quand l'aurez-vous? Dans 3 ou 4 jours. Quoi? Mais la fête est ce soir. Vous aussi, vous allez chez le type qui n'aime pas lire? Pardon, ça ne tourne pas rond chez vous. On voit que vous n'avez aucune envie de travailler. Marzio avait fermé les yeux et s'était rappelé ce qui s'était passé la dernière fois qu'il avait porté la main sur quelqu'un. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Bonne journée, c'est ça. Comptez sur moi pour vous faire une sacrée publicité. And you stop there. Merci, merci à tous les deux. Deux très belles lectures. Vous vivez les personnages, c'est le moins qu'on puisse dire. J'aimerais qu'on parle de deux autres fils rouges du texte dont on n'a pas encore parlé. Le premier, pardon, c'est celle avec entre Angela Di Mase et Marzio. Il y a une véritable histoire qui va peut-être, pour l'instant, unilatérale, qui va peut-être se développer dans les autres livres, dans les autres tomes. Et la deuxième relation, le deuxième fil rouge, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la complicité entre Marzio et Lorenzo, cet enfant qui n'a plus de parents, l'un a été tué, on n'en dévoile pas plus que ça, c'est au début du livre, l'un a été tué, l'autre s'est suicidé quelques minutes après, et va se décanter une véritable relation entre les deux. Je ne vous dis pas comment ni pourquoi, mais en tout cas, deux complicités, deux fils rouges qui sont très importants au cœur du récit. J'ai l'impression que toute votre œuvre et tout votre romance est aussi, tout à l'heure on parlait de collectif, mais il y a aussi ces fils rouges qui se multiplient et qui ont tous une importance dans le roman. On a l'impression que la relation duale, la relation entre deux personnages est aussi fait partie de votre panel d'écrivains. Yes, actually, I mean, sentimental relationship are very important, basically, in our lives as human beings. So, in books, I guess this element should be very, very present because it makes the book palpable and vibrant, real in a way. So Marzio has fallen in love since he was a kid with Angela Di Mase, that later on became a cop. So there is a special relationship because it is always uh, in love with this beautiful female officer, but she never actually take him seriously. She basically doesn't see him as a lover, but just as a friend. The story of many people's lives, and that actually add some pepper to this story, to this character, because it's funny, it's hilarious, it's very smart, is brave as a character, but is also very unlucky, and he has this fragile part of himself that is the relationship between him and Angela Di Mase. Whenever he meet Angela, he became like a puppy, and so it was for me it was important because
readers could see him in a different way, from a different perspective. So it was central in a narrative, from a narrative point of view for me to add this sentimental element. Oui, en fait, il y a les relations sentimentales, c'est quelque chose qui est très important pour nous en tant qu'êtres humains. Et donc, dans le livre, le fait d'avoir ces relations amoureuses qui sont décrites, ça rend le roman plus vibrant, plus palpable et donc plus vrai. Marzio Montecristo, il tombe profondément amoureux d'Angela Dimase. Thank you. Et donc, c'est arrivé dans l'enfance et depuis, elle est devenue policière, elle est très belle. Et lui, il est toujours aussi profondément amoureux. Et elle n'a jamais vu cette relation très sérieusement. C'est plutôt, elle le considère comme étant un ami, mais pas comme un amant, comme d'ailleurs ça arrive beaucoup dans la vraie vie à certains d'entre nous. Et donc cette relation, ça met un petit peu de sel en fait dans cette histoire. Ça la rend plus complexe parce que Marzio, c'est quelqu'un qui est drôle, qui est intelligent, qui est courageux aussi parfois. Et dans cette relation, en fait, il est aussi malchanceux, il est fragile. Quand il la voit, en fait, il devient comme un chiot. Et donc, c'était très important pour moi de montrer ce personnage sous un autre point de vue, une autre perspective, avec cette relation amoureuse. By the way, I'm going to answer to one of the questions. Yes, Vito Strega is going to come back in April in France with a new novel called Stella. The old team are going to come back. So Vito, Evan, Mara, Clara, Pavan, and all the secondary characters as well. Thank you. Oui, et je vais juste répondre à une question que j'ai vue dans le chat. Oui, effectivement, Vito Strega, il va bien revenir au mois d'avril chez mon éditeur français avec un roman donc, qui s'appelle Stella. En fait, toute l'équipe est de retour, c'est la suite directe. Et donc, on va retrouver Eva, Mara, Clara et toute l'équipe. Coming back to Marzio. Marzio has a special relationship in this book with a child, and basically the book speaks about two categories of people: children and old people, that are in Italy right now the most fragile category of citizen, especially during the pandemic time when everybody was trying to survive and to save themselves. Children and old people were like in a way abandoned to themselves. Politics didn't think that much about those categories of people. So after the pandemic time, I decided in a way, it was a very specific choice to let these two categories, so children and ancient people, old people, more into my books. I felt the need to speak more about those two categories. And that's why Marzio has this strong relationship with Lorenzo, and also with another character that is called Nunzia, the president of the real president of the Tuesday Book Club. And I decided to do that in order to put Marzio in a better light, in a better way. So we see Marzio also in his intimate zone, private zone, but also because I felt the urge to speak about those two categories that right now in Italy are in a way abandoned to themselves. Et pour revenir donc à la question de tout à l'heure, Marzio, effectivement, il va avoir une relation très spéciale avec un enfant. En fait, il y a deux catégories qui, moi, me touchent beaucoup. Il y a les enfants et les personnes âgées, parce que c'est la partie la plus fragile de la population. Pendant la pandémie, on a pu voir tout le monde essayer de survivre et penser à leur propre survie. Et en fait, les enfants et les personnes âgées, ils ont été abandonnés à eux-mêmes. Les politiques ont totalement
oublié de s'occuper d'eux, ils n'ont pas pensé à eux. Et donc, après la pandémie, j'ai pris une décision qui est assez forte, c'est de donner davantage de place à ces deux catégories dans mes livres, donc les enfants et les personnes âgées, parce qu'en fait, on n'en parle pas assez. Et donc, il va y avoir deux relations qui vont correspondre en fait à cet équilibre. Il va y avoir la relation entre Marzio et Lorenzo, l'enfant dont on a parlé, mais aussi avec Nunzia, qui est la vraie présidente du groupe de lecteurs du mardi. Euh, Ces relations, en fait, elles me permettent aussi de montrer Marzio sous son meilleur jour. On le montre dans son intimité, dans sa vie privée, et évidemment, donc, de parler de ces deux catégories. Et dans ce groupe de lecteurs, je vais lire un bref extrait puisque vous les caractérisez de manière plutôt drôle. Là aussi, alors on peut appeler ça des lecteurs très différents. Alors certains aiment beaucoup le sang, d'autres pas du tout, préfèrent la romance, mais vous les décrivez ainsi: un retraité dépressif, un moine un peu trop zélé, une octogénaire obsédée par les tueurs en série, une petite gothique qui rêve de tuer quelqu'un et un libraire au bord de la faillite. Tu trouves vraiment que c'est le casting idéal pour une enquête? C'est vrai que là, vous prenez le contre-pied total de ce casting-là et c'est ça qui est très intéressant. J'aimerais que vous nous parliez de ce choix de trouver finalement des personnages qui ne sont pas, qui sont extrêmement originaux, qui sont peu communs. Pourquoi avoir décidé de prendre des monsieur tout le monde, mais en même temps des gens un petit peu différents, un petit peu dans le monde de... Tout à l'heure, vous parliez de la secte, on y est un petit peu finalement. Pourquoi avoir fait ce choix-là? You mean specifically with these characters, why I pick those eccentric one, or why I decided to open up to a group of readers? Tu veux dire dans ta question que c'est vraiment pour ces personnages-là, tu veux que je parle d'eux très spécifiquement, ou est-ce que tu veux que je parle généralement du fait que ce soit un groupe de lecteurs? Alors, pas forcément deux, parce que je pense qu'il faut pas trop en dire, mais sur leurs caractéristiques, pourquoi avoir choisi ce type de personnes pour intégrer un club de lecteurs? Ça aurait pu être des gens extrêmement, entre guillemets, normaux, qui n'aient pas de caractéristiques à ce point-là. Voilà, une octogénaire obsédée par les tueurs en série. On en a parlé tout à l'heure, ça a l'air d'être vos lecteurs D'accord. principaux, donc ça on comprend. Mais les autres, c'est quand même plutôt original. Basically, the answer is I pick some of my readers because throughout my career, I found out some very, very interesting readers. For example, I have a monk as a reader. One of my event, he presents himself in a civil, not with a, Outfit? yeah, with civil outfit. And he came to me at my ear, he's whispered, listen, Piergiorgio, I'm one of you. You're just fun, but I am a monk, and I'm a little worried to be here in a civilian outfit. But I really, really like you. I really, really like you. Even your gruesome books, the first ones, they were very violent. I really like it. So I was intrigued by this figure of a monk that at the same time was a huge polar reader. At the same time, during one of my events, I present myself, and the first seats in the bookstore were full of old âgées women. And it was a little bit strange because usually all the old people don't like noir, don't like violent polar. And at the time, those books of mine were really violent. And at the end of the event, one of these ancient, an old woman, came by with a book because she wanted me to sign her copy, and she told me, "Listen, Piergiorgio, I don't want to say the book is not good or bad because, as always, you write in a proper way. But the next time, please, more blood. This time you were like,
a little bit under the weather. So please, next time, I want you more gruesome, more filthy, bloody. And I was like that. Oh my God. Are you really an octogenary? An octogenary? And so in my mind, I was thinking, okay, sooner or later, you're going to become a character in one of my books. And that's it. She became a real character in my book. Oui, en fait, c'est très simple. Moi, je viens piocher dans mes lecteurs pour les mettre dans mon livre. Et en fait, c'est assez étonnant. Par exemple, un jour, à l'une de mes rencontres, il y a un moine qui était dans l'auditoire et il est venu me voir à la fin de la rencontre. Il était habillé en civil, donc on ne pouvait pas savoir que c'était un moine. Et il m'a murmuré à l'oreille, écoute, je suis un très grand fan. Mais en fait, je suis un peu inquiète d'être là parce que bah, je suis moine, mais je suis tellement, tellement admirative de ton travail, même si c'est quand même très, très violent. Et donc, j'ai été très intriguée par cet homme qui donc est moine et en même temps un très gros lecteur de polar. Et à un autre événement, par exemple, donc je présentais mon travail et je vois que tout le premier rang est pris par des personnes âgées et principalement des vieilles dames. Et donc, à la fin de cette présentation, l'une d'entre elles vient me voir. Et il faut savoir que souvent, les vieilles personnes, ce pas des personnes qui sont très fans de polar et de romans noirs. Et donc, cette dame, elle vient me voir et elle me dit, écoute, Piergiorgio, je ne vais pas te dire si tes livres sont bons ou mauvais, juste, je vais te dire une seule chose, la prochaine fois, plus de sang. Je veux que ce soit beaucoup plus sanglant. Et donc, cette octogénaire qui vient me voir et qui me parle de ça, je me dis, tôt ou tard, elle va devenir un personnage de roman. Et maintenant, ça y est, elle l'est, c'est l'un de mes personnages. And even the goth girl was one of my readers. She usually wear those beautiful, beautiful gothic dresses, very, very rich in texture, very brilliant in the form, and she was always pale white, and she has a thing for Victorian. Books of better books set in Victorian times, and she was always very sad in a way, very very grumpy in a way, and I said as well. She could be a good character in one of my books. So all the Tuesday Black Club characters are they actually came from my real experience as a writer. Et c'est valable aussi en fait pour la jeune gothique qui est dans mon livre. Elle aussi en fait c'est une de mes lectrices et je la voyais toujours avec ses robes qui étaient vraiment très très belles, qui étaient avec beaucoup de matières différentes, très brillantes, avec des formes impressionnantes. Et cette femme elle était toujours aussi très pâle, très blanche et elle avait une passion, c'était les livres dont l'histoire se déroulait à l'époque victorienne. Et c'était quelqu'un de souvent assez triste, assez grincheux. Et je me suis dit, bon, ça ferait un bon personnage de roman aussi. Et en fait, quand on y regarde bien, l'ensemble des enquêteurs du mardi, ce sont certains de mes lecteurs. Even the cats, basically, because during those years, touring across Italy, I found this funny thing. Cats, real cats, love bookstores. I visit a lot of bookstore where basically the cats was living inside the bookstore. So they choose to live in the bookstore. It happened to me a lot of time from Sicily to Milan, from Milan to Trento, to Sardinia, all across Italy. I found this specific and funny thing. So I just decided to put to Black Cat in the Marzio bookstore because it was a real thing, and it was also an homage to cats because I'm very fond of cats, and homage also to Agatha Christie and Edgar Allan Poe cats character.
Et en fait, même les chats, parce que quand je suis en tournée, il y a quelque chose qui est assez drôle, qui m'a plutôt impactée, c'est que les chats adorent les librairies. J'ai vu énormément de chats qui choisissaient de vivre dans une librairie par eux-mêmes. Quand j'étais en Sicile, en Sicile, à Milan, à Trenta. Trento. Trento, thank you. En Sardaigne, c'est quelque chose d'assez spécifique et en fait d'assez drôle. Donc même les deux chats de mon livre, ça vient aussi en fait de tout ça. C'était une manière, en un sens, de donc parler de la réalité, de parler aussi des chats parce que moi j'adore les chats et d'avoir un hommage aux personnages des chats dans les romans d'Agatha Christie et d'Edgar Allan Poe. It happened also in France to visit with I don't know if with Louise or other people from Gallmeister bookstore where cats was living there and they used to walk across books. So basically, I don't know why, but maybe for cats, maybe they like the smell of books, the smell of the paper. I don't know, or they sense that the bookstore is a safe place, a warm place. I don't know, but they have a thing for bookstore, and so that's why I decided to put them inside a Marzio bookshop. Et en fait, en France aussi, alors je ne sais pas si les personnes qui travaillent chez Gallmeister l'ont particulièrement remarqué, mais en fait, il y a souvent des chats qui se promènent entre les rayons. Je ne sais pas si c'est l'odeur, si c'est la sensation d'un lieu qui est accueillant, qui est chaud. Mais en tout cas, en France aussi, il y a des chats et voilà pourquoi il y a des chats dans la librairie de Marzio Montecristo. Et d'ailleurs, les deux chats, Miss Marple et Poirot, qui élisent domicile dans la librairie, tout comme le club du mardi, font que la librairie continue à exister. C'est un petit peu finalement grâce à eux. Ces deux éléments font que cette librairie continue d'exister et que potentiellement le livre existe finalement. Tout est important dans ce roman-là. Et j'aimerais que on parle finalement maintenant de la torture, parce que vous torturez votre lecteur avec les choix, la question du choix. Alors, je vais évidemment vous faire une mini-interview de 5 questions, aussi parce qu'il faut retourner la situation. Vous nous torturez dans votre roman. Maintenant, ça va être à vous de faire des choix quasiment impossibles à résoudre, Pierre Giorgio. Et au nom du collectif de tous les lecteurs qui sont tristes et qui n'ont pas dormi depuis longtemps à cause de ces choix-là, je me devais de vous poser 5 questions. Je vais vous poser donc 5 questions où vous devez choisir entre l'une ou l'autre proposition. Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place finalement? Alors, première question, c'est un monde sans amour ou un monde sans espoir? What does it mean? Hope. A world without hope. Un monde sans espoir. Deuxième question, sauver un enfant ou arrêter un criminel? Save a child or arrest a criminal. Save a child. Sauver l'enfant. Amour ou vérité? Love or truth. Amour. Amour. Fidélité ou liberté? Liberté. Vie privée ou intérêt public? Vie privée. Très bien. Très bien. Vous avez répondu de manière très rapide. Donc, vous avez. Alors, ce que j'aimerais aussi savoir, c'est finalement euh, le choix est une question primordiale dans ce roman-là. Est-ce que vous vous êtes posé la question de ce que vous auriez pu faire sur le choix entre différentes personnes de votre famille ou de votre entourage? Comment vous avez réglé cette question-là? Est-ce que la question est réglée dans le roman ou pas du tout? Est-ce que vous avez gardé ces solutions pour vous? Hmm. So she wanna know also why I decided to put this choice or just Yeah, if you ever wonder yourself what you would do and if it was a way to find a question and if you give it actually or if you keep it for you. No, it wasn't like that actually. I decided to put this sadique question because I was in trouble, Anthony, because one of the rules of cozy crime is to not depict a bloody situation. So I was in trouble finding a bad guy, an antagonist,
who was in a way interesting to depict without the violent side. I was used to killer like the dentist or the killer in La Septième Lune, killer very gruesome, sorry, violent, bloody. I couldn't use those kind of guys in La Librairie de Chat Noir. So I was, as I always do when I'm in trouble with my plot, with my books, I went out for a walking. And I was thinking, okay, you have to find a solution, a guy who cannot use violence in a bloody way, but at the same time, the character, the bad guy, should be interesting for characters. How can you solve those kind of problem? And while I was thinking about this stuff, I heard a mother asking to her son, "Would you prefer me or dad?" And for me, those ideas in that moment collide. I thought, perfect. That's the modus operandi of my character. That's the way he killed people with a very difficult choice, choosing between two people you love very, very much. And that's how it started. That's how I developed the character. En fait, moi, j'étais face à un dilemme un petit peu particulier quand j'ai commencé à écrire du cozy crime. C'est qu'en fait, il y a une règle, une loi, c'est qu'on ne doit pas montrer de scènes sanglantes. Et donc, il fallait trouver un moyen d'avoir un antagoniste qui soit intéressant sans montrer de violence. Alors moi, j'ai l'habitude d'écrire sur des gens comme le dentiste ou le meurtrier de la septième lune, où là, il y a des scènes qui sont pleines de sang, c'est très sanglant. Là, ce n'était pas possible. Et donc, dans ce genre de situation, quand je suis bloquée dans mon écriture, je fais toujours la même chose, c'est que je pars marcher. Et donc, en marchant, je me demande comment est-ce que je vais faire pour trouver un homme qui ne peut pas être ouvertement violent, sans sang, être intéressant. Comment est-ce que je vais faire? Et pendant que je me pose ces questions, j'entends une mère dans la rue qui dit à son fils, bon, alors dis-moi, qui est-ce que tu préfères, moi ou papa? Et là, en fait, il y a eu une fusion entre les deux idées. Je me suis dit, OK, c'est parfait, j'ai trouvé le modus operandi de mon tueur. En fait, il va mettre des gens face à des choix difficiles où ils doivent choisir entre des personnes qu'il aime. Because if you think about it, Anthony, for a second, if you are questioned with this kind of question when you are a kid, you wanna die. You prefer to die in respect of giving the answer, and that's how all it begins. I start thinking about people in their 40 years old, 35 years old, having a gun pointed to themselves. And the big question with this question, it was very dramatic. And I never asked myself, how would you react in this situation? But I was pretty sure all the readers reading those scenes will do it, will ask themselves, oh my God, where am I supposed to be in this situation? And that's the core of the book. That's the reader becoming the protagonist of the book, because they deal with this terrible choice. And that's what's interesting, I guess, about these books, the moral choice. En fait, si on nous posait la question en tant qu'enfant, tu préfères papa ou maman, clairement, on serait mort, on préférerait mourir plutôt que de donner la réponse.
Et en fait, c'est comme ça que ça commence. J'ai commencé à réfléchir à des gens de 30, de 40 ans qui seraient menacés et qui sont obligés, en fait, de donner la réponse à cette question. Alors moi, je me suis jamais demandé personnellement ce que j'aurais répondu. En revanche, l'objectif, le but du livre, c'était que les lecteurs, en fait, finissent par le faire et se disent, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Et, euh, et en faisant ça, en fait, en ayant cette démarche, le lecteur devient le protagoniste en faisant un choix moral. J'aimerais qu'on parle finalement, il me reste encore deux questions. Je sais qu'il est déjà tard, mais ce livre est passionnant et la manière dont vous le formulez aussi. Euh, Vous avez mis beaucoup d'enquêteurs dans vos livres, dans vos romans et de personnages, mais comment finalement vous décidez de l'ampleur de vos sagas policières? Là, c'est un premier roman d'une nouvelle trilogie. À quel moment vous vous dites c'en est fini de celui-ci, c'en est fini de Vito, c'en est fini de Marzio. Finalement, comment vous décidez? Est-ce que c'est une usure? Est-ce que c'est le tour du personnage? Vous en avez fait le tour. Est-ce qu'au contraire, vous considérez qu'il faut que ce soit plutôt court et que ce ne soit pas une longue série pour éviter d'ennuyer le lecteur sur de nombreux titres chaque année, par exemple? Comment vous décidez ça? La fin des personnages, la fin de vos héros? Wow, that's a difficult question. Um, I guess I will put all my characters to sleep for a bit. You can actually kill the characters, otherwise there's going to be a rebellion in readers, and you have to bring the character from death, as Arthur Conan Doyle has done with Sherlock Holmes. But I actually honestly can be those kind of painter who paint the same painting for all of his life. I'm gonna go crazy as Van Gogh. So I need from time to time to take a break from my serial characters. That's why I decided to open up a new line, a new series with Marzio Montecristo. That's why, for example, right now in Italy, there is another series, another book called La Donna nel Pozzo with new characters, because I need those kind of freshness from time to time to go back then to my series, to Vito, to Eva, to Marzio, with the desire of finding them again and writing about them again. But if you stick to just one series or just one characters, year after year, it gonna become, I guess, an automatic way of writing. You don't think about it too much. You just do it because you have to do it, and that's not what am I supposed to do as a writer. As a writer, I am always be supposed to be at my full potential. I have to give readers 100% and more of my joy of writing. You know what I mean? So that's why I decided to open different series. I'll let you translate. Thank you. Elle est dure cette question. Je suppose qu'en fait, si je veux à un moment changer, enfin mettre une fin en fait aux aventures de mes personnages, je vais simplement les mettre au lit pour un moment. Je peux pas les tuer parce que sinon il y aurait une rébellion de lecteurs, une révolution, et je vais être obligée de les faire revenir d'entre les morts, un peu comme Conan Doyle a fait avec Sherlock Holmes. Mais en fait, j'ai pas envie d'être ce peintre qui peint constamment la même peinture. Sinon, je vais devenir fou, un peu comme Van Gogh. Et pour ça, en fait, je m'ouvre à d'autres choses. Et c'est là qu'arrive Marzio Montecristo, par exemple. Je vais m'investir dans d'autres séries. Par exemple, j'en ai une là qui est en cours qui s'appelle La La Donna Donna. nel Pozzo. Thank you. Et en fait, ça me permet d'avoir de la fraîcheur et de derrière vouloir revenir à mes anciens personnages, avoir le désir de les retrouver.
Parce que si je reste sur la même série tout le temps, en fait, c'est année après année, ça va se répéter, ça va devenir automatique. Je vais même pas penser au fait d'être en train d'écrire et à mes histoires. Et en tant qu'auteur, en fait, ce n'est pas ce que je dois faire. Donc, je préfère mettre sur le papier ma joie d'écrire. And there is another level of difficulty, Anthony, and that's that while you have a long series going on, you as a human being, you get old and you change your view on life. You change sometimes your moral code, your beliefs. Uh, you change your taste in literature, in movie, in music. So it's difficult to stay and stick to that character with the same tenacity, the same dedication and passion you had while in the previous books, because you get old. And that's another difficulty to deal with when you have a long series going on. So I'm trying to differentiate my path in a literary way, also because I have to be very, very careful with my characters. I don't want to bore people, bore readers, and I don't want to get bored as well while writing them. Et en fait, il y a une autre difficulté là-dedans, c'est que quand on écrit une très longue série, bah, en fait, en tant qu'auteur et en tant que lecteur, on devient plus vieux. Et donc, bah, on évolue, on change nos codes moraux, nos croyances, nos goûts en littérature, en musique, en film. Tout ça, ça continue de grandir. Et donc, pour garder le personnage avec la même ténacité, avec la même passion, comme dans les premiers romans, en fait, c'est très, très difficile bah, parce qu'on vieillit. C'est pour ça que j'essaie de différencier mes différents parcours littéraires pour faire attention en fait à mes personnages et donc à ne pas développer d'ennui et chez le lecteur, mais aussi chez moi en tant qu'auteur. Alors, mes deux dernières questions, c'est celles que je vous avais envoyées en amont, celle de l'avenir, celle de 2074, où je vous transpose dans cette société dans 50 ans. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous, Pierre Giorgio? I thought about long about this question, and I developed a vision of our world in a way destroyed, and only the cats survived. So a society ruled by cats, and I was happy about it. Oui, j'y ai beaucoup pensé à cette question et en fait, au fur et à mesure, il y a une vision qui m'est venue, c'est notre monde complètement détruit, en un sens, sauf que il n'y a que les chats qui ont survécu et en fait, ce sont les chats qui gouvernent le monde et cette vision m'a rendu plutôt heureux. But then, at some point, cats discovered that also rabbits survived. And so they start a war between cats and rabbits. And that's the way I've seen those scenarios. Et puis à un moment, les chats découvrent que les lapins aussi, en fait, ont survécu. Et là commence une guerre entre les chats et les lapins. Et là, ça y est, c'est bon, on a notre scénario. Très bien. Les chats vendent des livres, hein, d'ailleurs, dans le roman de Piergiorgio Pulixi. Ils font vendre des livres avec leurs recommandations sur les réseaux sociaux. Ça aussi, très drôle, puisque ça arrive régulièrement. Le chat est une légende sur Instagram et permet de vendre davantage. Ma dernière question, c'est finalement, c'est l'auteur méconnu, un livre méconnu que vous aimeriez remettre en avant. Alors, on a beaucoup de livres et d'auteurs parfois méconnus dans ce livre-là, certes, mais est-ce que vous en avez un autre à nous faire découvrir? Hmm. Yeah, I thought about as well. I will suggest to you a Scottish novelist, a polar novelist. And basically, it's the father of tartan noir. There is a specific sentence used to describe the Scottish polar. His name was, because he's unfortunately is dead now,
The name is William McIlvanney, and he's the master of Ian Rankin, a famous Scottish writer. William McIlvanney wrote several books, but the series of Jack Laidlaw, his main character, is really, really beautiful. He was a very interesting writer because his prose was brilliant, very raffinate in French, no? Very Affiné? raffiné, Affiné. almost poetic in a way. So if you want to read very, very well written book, I suggest you to read William McIlvanney. Is a brilliant prose and his very, very interesting character, Jack Laidlaw. Moi, ce que je vous recommanderais, en fait, c'est un auteur écossais de polar. En fait, c'est le père du noir tartan. Donc, c'est l'appellation qu'on a pour parler du polar venu d'Écosse. Donc, malheureusement, cet auteur est décédé. Son nom, c'était William McIlvanney. Il a écrit plusieurs livres, notamment une série dont le personnage principal, c'est Jake Laidlaw. C'est une prose qui est vraiment brillante, raffinée, poétique. Et si vous avez envie de lire un livre qui est très, très, très bien écrit, allez lire les livres de William McIlvanney, surtout ceux avec son personnage Jake Laidlaw. To answer the question from the reader to Kazu, yes, I need to find time to read. Otherwise, I won't be able to write. Reading is the pulsing earth of writing. So I'm very strict about my reading time during the day. I also noticed that when I'm not reading that much, that affects my writing. I noticed that my style is not as brilliant as usual. So I decided to leave in my days a space just dedicated to my readings. And I don't read just polar. I tend to read whatever people suggest me. I'm fortunate because I have a lot of friends among booksellers that suggest me very, very nice books. So I don't waste my time with bad books. Because I have people who made a selection for me. Et donc, pour répondre à une question là qui a été posée dans le chat, oui, je préserve en fait mon temps de lecture parce que sans temps pour lire, en fait, je ne parviens pas à écrire. Donc, je suis très très stricte en fait sur le temps que je passe à lire par jour. Et quand je n'en ai pas le temps, je sens en fait que mon style n'est pas aussi bon que d'habitude. Il décline. Donc, à ce moment-là, je me trouve du temps pour lire. Et je ne lis pas que du polar, je vais lire aussi beaucoup de livres qui sont suggérés par mes amis, notamment j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis libraires et qui donc me conseillent d'excellents livres. Donc en fait, par ça, je ne perds pas de temps avec de mauvais livres. Très bien. Et ma dernière question vient sur l'avenir finalement. J'ai vu qu'il y avait une série sur l'inspecteur supérieur Biagio Mazzeo. Peut-être que c'est la série dont vous avez parlé tout à l'heure, je ne sais pas. Quel sera le prochain Piergiorgio Pulixi chez Gallmeister qu'on pourra lire? Est-ce que c'est la suite finalement de la librairie des Chats Noirs ou pas? Est-ce que vous pourriez nous parler de déjà la suite de celui-ci et du prochain livre qui sortira si ce n'est pas le cas? So basically, in April, as I was saying, Gallmeister will publish Stella, the sequel of La Septième Lune, while later on October, Gallmeister will publish as well the sequel of La Librairie du Chat Noir. So I guess for a couple of years, so 26, 27, we're gonna proceed in this way. One book, one Strega Evan Mara book on April, and in October, before Christmas, a book from the Marzio Montecristo series. And sooner or later, in prospect,
Gallmeister has also the will to publish my previous novel. So a book I really like of mine, L'Appuntamento, that's the title, The Rendezvous, and another one called The Per Mia Colpa, and maybe, I don't know, I actually don't know this, but maybe also the Viaggio Mazzeo series. Alors en avril, Gallmeister publiera Stella, qui est en fait la suite de la septième lune. Et en octobre, il y aura chez Gallmeister aussi la suite de la librairie des Chats Noirs. Et donc là, pour les années à venir, 2026-2027, a priori, on va continuer comme ça, c'est-à-dire avec un roman dans la série de Strega, Eva et Mara, comme Stella, comme la septième lune, qui sort vers avril. Et en fin d'année, on retrouve Marzio Montecristo. Et puis plus tard, Gallmeister a exprimé le souhait de publier certains de mes précédents romans que j'aime beaucoup, notamment Le Rendez-vous et Per mia colpa, qui veut dire par ma faute, je crois, en français. Eh bien, c'est parfait. Merci infiniment à tous les deux. Merci pour la traduction simultanée incroyable de Louise. Et merci à vous, Pierre Giorgio. Je le remontre, la librairie des Chats Noirs, ici aux éditions Gallmeister. On vous le conseille fortement pour passer des nuits difficiles, mais parfois nécessaires, et pour rentrer dans cette librairie qui fascine un petit peu tous les lecteurs. Et je trouve que vous avez véritablement fait un magnifique ouvrage et un tour de force pour nous faire pénétrer dans cet univers-là et pour nous donner des frissons comme on en a rarement eu. Merci infiniment à tous les deux Merci à vous. Merci à Merci. et vous. très vite pour le prochain. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous. Bonne soirée. Et Bonne merci soirée. encore Louise et Pierre Giorgio. Bonne soirée.